de mesurer les gains à l'échange. Est-ce que vous avez des questions sur cette fonction de demande ou pas? Donc, au même titre que pour l'offre, on appellera de façon équivalente offre, ça pourrait être offre inverse ou offre tout court en fait. Ça peut être Q en fonction de P ou P en fonction de Q. Enfin, voilà. Parfois, quand ce sera important, je le préciserai. Sinon, offre, ça peut être les deux et pareil pour demande. Est-ce que vous avez des questions ou pas par rapport à ce que nous avons fait hier pour la demande? Non? C'est clair? Alors, si c'est clair pour la demande, la façon dont on l'interprète pour la demande inverse, on va maintenant s'intéresser à la construction de l'offre agrégée. Donc, l'offre agrégée, c'est tout simplement l'offre, on l'appellera également offre de l'industrie, c'est l'offre de l'ensemble des entreprises présentes sur le marché, contrairement à l'offre individuelle qui était l'offre d'une seule entreprise. Donc, la différence entre l'offre individuelle et l'offre agrégée, c'est ça. C'est que l'offre individuelle, c'est l'offre émanant d'une seule entreprise, alors que l'offre agrégée, c'est l'offre émanant de l'ensemble des firmes du marché en fonction des prix. Donc, la fonction d'offre agrégée, que j'appellerais aussi fonction d'offre de l'industrie, indique la quantité que l'industrie produit pour l'ensemble des prix possibles. Donc, c'est la somme des offres de chacune des entreprises, c'est-à-dire c'est la somme des offres individuelles du marché. C'est logique, hein. Si je veux savoir, imaginons je mets des étudiants dans une salle. Ce sont des firmes, ce sont des producteurs de gâteaux. Si je veux savoir au total combien de gâteaux sont produits dans l'amphi, comment je fais? Chaque étudiant va produire une certaine quantité de gâteaux dans mon amphi. Okay. Et je veux savoir au total combien de gâteaux ont été produits dans l'amphi. Comment je fais? Mais on additionne. Ben voilà, j'additionne tous les gâteaux produits par chaque étudiant pour obtenir la production agrégée de mon amphi. Okay. C'est un petit peu l'idée. Sauf qu'ici, il y a un autre paramètre qui rentre en jeu, c'est le prix. Donc, en gros, comment je fais? Eh bien, par exemple, on peut prendre un petit exemple, ce sera le plus simple. Hein. Regardez. On va faire comme ça. Je trouve que c'est plus facile dans le cas discret. Ici, je vais prendre petit Q1 de P et ici, je prends Q2 de P. Ce sont deux firmes, la firme 1 et la firme 2. Hop, voilà. Ça, c'est le prix du marché. 1, 2, 3. Et ça, c'est ce que je vais noter Q grand S de P, c'est la somme, c'est l'offre agrégée. Okay. Imaginons que quand P est égal à 1, elle offre 2 gâteaux, elle 3. Quand le prix augmente, ben forcément, c'est plus intéressant de vendre des gâteaux. Donc, elle va en produire 4 et elle va en produire 5. Et là, quand P est égal à 3, elle va en produire 6 et elle va en produire 7. N'importe quoi. OK. Donc, imaginez, vous êtes dans une salle et puis vous avez la firme 1 et la firme 2. Et je crie, prix P1, qui c'est qui veut offrir du bien et combien? La firme 1, elle dit quoi? Je crie le prix P1. Qui veut à P1? Combien vous offrez? La firme 1, elle répond quoi? 2. La firme 2, elle répond 3. Et au total, quand le prix est égal à 1, combien de gâteaux seront offerts sur ce marché? 5. 5. Pareil, je crie maintenant P égale 2. Voilà. Pour P égale 2, ben au maximum, la firme 1 elle va produire 4, la firme 2 va en produire 5. Donc, ça fera 9 et là, ça fera 13. Donc, l'offre globale, ce sera ça. Quand P égale 1, sur le marché au total, 5 unités pourront être produites. En revanche, si le prix augmente, on pourra en offrir 9. Et si le prix augmente encore et passe à 3, on pourra en vendre 13. Donc, c'est bien. Pour chaque niveau de prix, j'ai bien obtenu la quantité totale produite sur le marché. Vous voyez ou pas? Pour chaque niveau de prix. Ben, c'est ça qu'on écrit ici. En fait, l'offre agrégée, que je noterai QS de P, grand QS de P, c'est l'offre de l'ensemble des firmes. C'est donc la somme de 1 égale à grand N de QI de P, c'est-à-dire ce qu'offre la firme 1, plus ce qu'offre la firme 2, plus blablabla, plus ce qu'offre la firme N, si j'ai grand N firmes présentes sur le marché. Donc, grand N ici, qui est là aussi, représente juste le nombre de firmes actives sur le marché et QI de P, c'est l'offre individuelle de l'entreprise I. Ça va, c'est clair pour tout le monde ça? Ouais. Donc, en fait, c'est juste ça, c'est j'ai un prix et je dis, qui veut vendre à ce prix-là? Combien vous voulez en offrir? Et elles disent chacune et puis paf, j'additionne pour le prix donné. On est bon? Alors, le nombre de firmes présentes sur le marché va dépendre en fait de l'horizon temporel qu'on va considérer.
Grand N, si on est à court terme, va être fixé. Alors qu'à long terme, le nombre de firmes va pouvoir bouger, va être flexible. C'est-à-dire qu'on a des firmes qui vont pouvoir entrer et sortir du marché. Donc, le nombre de firmes présentes sur le marché va dépendre de l'horizon temporel que l'on considère. Okay, donc, l'offre agrégée va forcément dépendre de l'horizon temporel, si on est à court terme ou à long terme. Donc, en fonction de si on est à court terme ou à long terme, la fonction d'offre ne s'écrira pas de la même façon. Et bien sûr, l'équilibre ne se déterminera pas de la même façon non plus, puisqu'à long terme, on aura une chose à déterminer en plus. Autant à court terme, le nombre d'entreprises sera fixé, je vous le donnerai, alors qu'à long terme, il faudra le trouver, le nombre de firmes actives sur le marché. C'est ce qui va faire la différence. Alors juste ici, ça en fait, vous pouvez le barrer parce que l'équilibre concurrentiel, je vais le définir après. C'est pas faux, hein, mais je vais le définir après. Donc autant le faire après. Donc pour le moment, juste pour dire, donc c'est quoi un équilibre? On dit qu'un marché est à l'équilibre. C'est juste ça que je veux retenir, que je veux que vous reteniez ici. Quand l'offre est égale à la demande. Et après, plus spécifiquement, l'équilibre concurrentiel, je le définirai plus tard. En fait, je n'ai pas vu, mais il est défini ailleurs, donc autant qu'on le fasse un peu plus tard. Pour le moment, sachez juste que l'équilibre, c'est dire que quand on est à l'équilibre, on a la quantité offerte qui est égale à la quantité demandée. Okay. Alors, on va distinguer deux types d'équilibre, l'équilibre partiel et l'équilibre général. Alors, c'est juste du vocabulaire, hein, ne vous stressez pas avec ça. En fait, un équilibre partiel, c'est quoi? Ça veut dire partiel, c'est-à-dire que je ne m'intéresse à l'équilibre que sur un seul marché. Je considère, par exemple, le marché des gâteaux. Point. Donc, je dis que je suis à l'équilibre partiel sur le marché des gâteaux quand l'offre de gâteaux est égale à la demande de gâteaux. Point. Okay, j'ai juste un couple prix-quantité d'équilibre. L'équilibre général, c'est autre chose. Je m'intéresse à l'équilibre simultané sur l'ensemble de tous les marchés. Donc, par exemple, je veux qu'il y ait équilibre en même temps sur le marché du travail, sur le marché de la monnaie, sur le marché des capitaux, sur le marché des titres et sur le marché des biens et services. Okay, donc, ça veut dire qu'en même temps, je veux qu'il y ait équilibre sur tous ces marchés en même temps. Vous voyez, pas que sur un marché, mais sur tous les marchés de l'économie. Quand on s'intéresse à l'équilibre général, dans ce cas-là, eh bien, on veut que tous les équilibres, qu'il y ait un équilibre simultané sur l'ensemble des marchés. Alors, bien évidemment, vous imaginez bien que les modèles d'équilibre général sont en général beaucoup plus complexes que les modèles d'équilibre partiel. Alors, en micro, souvent, on raisonne, souvent, je n'ai pas dit toujours, au départ, à l'équilibre partiel. Et bien sûr, vous verrez plus tard l'équilibre général qui arrive en L3 en général. Hein. C'est un peu plus tard. Alors, dans ce chapitre, heureusement, soyez rassurés, on va se placer dans un cadre d'équilibre partiel. C'est-à-dire qu'on va juste considérer l'équilibre sur un seul marché. Okay, donc ça, c'était juste plus que vous ayez le vocabulaire. Donc, équilibre partiel, c'est juste que je me considère que l'équilibre sur un marché à la fois. Alors maintenant, on va regarder plus spécifiquement, on va s'intéresser à l'équilibre de court terme. Donc, comment représenter, comment calculer un équilibre à court terme? Alors, ici, il faut juste que je vous donne une petite précision sur le vocabulaire. Donc, dans le chapitre 2 et le chapitre 3, nous avons vu que la différence entre le court terme et le long terme venait en fait de l'horizon, enfin, du fait qu'on pouvait ou pas choisir la quantité des facteurs. C'est-à-dire qu'à court terme, on considérait que certains facteurs pouvaient ne pas être flexibles, pouvaient ne pas bouger et être fixés. Alors qu'à long terme, justement, c'était le temps qu'il fallait. D'accord, le long terme, on disait qu'on était à long terme quand on avait la possibilité de faire varier tous les facteurs. C'est-à-dire que l'horizon temporel était suffisamment long pour pouvoir faire varier tous les facteurs. Donc, typiquement, si je veux construire une nouvelle usine, ben, il faut que je sois à long terme. D'accord. Alors ici, long terme, du coup, vous voyez, bien sûr, les deux vont être liés. Mais qu'est-ce qu'on va ici, en fait, quand on considère l'équilibre, on va plus considérer le long terme ou court terme en termes de temps qu'il faut pour que le facteur devienne flexible, mais en termes de structure du marché. Et vous allez voir que les deux sont étroitement liés. En fait, nous, on dira qu'on est à court terme, à long terme, quand le nombre de firmes peut varier, alors qu'on sera à court terme quand le nombre de firmes sera fixé. Est-ce que ça veut dire qu'on donne une nouvelle définition qui n'a rien à voir avec celle qu'on avait donnée avant? Pas du tout. Dire finalement qu'on peut créer des entreprises, c'est dire qu'on peut créer des usines, c'est dire qu'on peut faire varier le capital. Donc en fait, bien évidemment, dire que le nombre de firmes est endogène, c'est-à-dire qu'il peut varier, c'est dire aussi que tous les facteurs sont flexibles. Alors que dire que le nombre de firmes est fixé, ben, si je suis à court terme,
créer ou ouvrir une nouvelle usine, c'est compliqué. Augmenter la capacité de mon usine, c'est compliqué. Donc là, je serai plutôt à court terme. Le nombre de firmes sera fixé. Donc, vous voyez que les deux définitions, bien sûr, sont étroitement liées. Okay. Alors, donc en fait, ici, ce que je veux vous dire, c'est que la période dite de court terme correspond également à la situation de court terme d'un point de vue technologique. Okay, c'est pareil. Les deux sont liés. Donc, en trop, pour nous, ici, quand on considérera l'équilibre, on considérera, quand on parlera de court terme, long terme, ce qu'il faudra en tête. Autant dans les chapitres 2 et 3, ce que vous deviez avoir en tête, c'était qu'à court terme, les facteurs étaient fixés. Certains facteurs pouvaient être fixés, alors qu'à long terme, tous les facteurs étaient flexibles. Ici, le pendant, en fait, l'équivalent en version équilibre, c'est focus sur la structure de marché. C'est qu'à long terme, le nombre de firmes est endogène, c'est-à-dire qu'il est flexible, alors qu'à court terme, il est fixé. Qui revient en fait, ce qui est aussi lié au fait que le capital n'est pas flexible forcément à long terme, à court terme. Voilà, c'est juste une question de vocabulaire. Donc retenez qu'ici, la différence entre les deux, ce sera surtout le nombre de firmes qui est flexible ou pas. Alors là, je vous ai fait un petit graphique qui peut effrayer comme ça, mais qui n'est pas si méchant que ça, vous allez le voir. Alors, comment est-ce qu'on représente la fonction d'offre agrégée, okay, à partir des fonctions d'offre individuelles? Imaginons, je vous donne un graphique avec les fonctions d'offre individuelles. Comment est-ce que je représente la fonction d'offre agrégée? Alors, graphiquement, vous allez voir qu'en fait, l'offre agrégée, je vais vous le montrer aussi, c'est juste la somme des offres individuelles. Alors, faites attention ici. Vous remarquerez que ce que j'ai représenté, est-ce que c'est l'offre ou l'offre inverse? J'ai représenté Q en fonction. Voilà, alors j'ai représenté ici P en fonction de Q. On a mis offre agrégée tout simplement parce que c'est la même relation que vous représentiez P en fonction de Q ou Q en fonction de P, c'est pareil. Et je vous ai dit qu'on pouvait appeler offre inverse, on appelle ça aussi offre. Donc quand on met offre 1, offre 2, offre 3, offre agrégée, ce sont bien des relations d'offres, sauf que dans un cas, vous dites que c'est P en fonction de Q, dans l'autre, c'est Q en fonction de P, mais c'est pareil. Bon, bref, en tout cas, c'est bien l'offre. Okay, même si, entre guillemets, si vous voulez, vous pourriez mettre offre inverse. Mais peu importe, en fait. En fait, que vous représentiez, comme je vous l'ai dit, les choses dans le plan QP ou PQ, ça revient au même. Okay, tout ce qui compte, c'est la façon dont vous interprétez. D'accord? Si vous interprétez, vous fixez P pour un prix fixé, voilà ce qui sera offert. Vous dites, vous interprétez plus comme une fonction d'offre. Si pour un non, c'était pas. Enfin, je voulais le mettre comme ça. Blablabla. Regardez. Pour une même représentation graphique, excusez-moi, je vais juste en faire une. Ici, j'ai P, ici, j'ai Q. On est d'accord qu'après, j'étais sur la demande, c'est pour ça que je me rectifie. Vous voyez bien qu'ici, si vous fixez P, d'accord, par exemple à 10, je vous dis n'importe quoi, et que là, vous avez Q égale 20, vous fixez P, vous dites que quand P égale 20, alors la quantité offerte, ce sera combien? Quand P égale 10, pardon, la quantité offerte, ce sera combien? Ce sera 20. Mais vous pourriez aussi très bien dire que la 20e unité, au minimum, les producteurs ou le marché acceptent de la vendre à quel prix? 10. À 10. Donc en fait, que vous représentiez les choses dans le plan PQ ou QP, c'est pareil, tout dépend de l'interprétation que vous en faites. Si vous fixez P et que vous regardez à ce prix-là combien d'unités sont vendues, c'est plus exprimer Q en fonction de P. Et dans l'autre sens, quand vous raisonnez en termes de disposition marginale à vendre ou de disposition à vendre, dans ce cas-là, vous raisonnez en P en fonction de Q, mais peu importe, okay, c'est l'offre. Donc, vous ne perturbez pas avec ça. Alors, comment est-ce que j'utilise ce truc-là? C'est un petit peu ce que je vous disais avec mon entreprise de gâteaux là, de tout à l'heure. Ici, le petit tableau que j'avais fait. Okay, je connais les offres individuelles et à partir des offres individuelles, je veux trouver l'offre agrégée. Sauf que ce coup-ci, au lieu de le faire analytiquement, je veux le faire graphiquement. Donc, je vais regarder pour les différents niveaux de prix, quelle sera la quantité agrégée. C'est ce qu'on va faire ensemble pour obtenir QS de P. Enfin, l'offre agrégée. Alors, ici, j'ai l'offre de la firme 1. OK. Alors, je m'étais fait des codes, super codes couleurs. Là. Parce que vous étiez... On va enlever même ça. Alors, regardez. Je fais
je fais mes annonces de prix. Si j'annonce un prix qui est en dessous de P1, un prix, je ne sais pas, qui est ici, est-ce qu'il y a des firmes qui offrent quelque chose? Non. Non. Vous voyez bien que là, personne n'offre. Vous voyez que la firme 3, elle offre à partir de P1. La firme 2 et la firme 1, elles commencent à offrir du bien dès lors que le prix du marché, il passe à combien? Au-dessus de P2. Là, oui, vous voyez qu'elle commence à produire. Il y a la petite courbe orange. Donc, quand P est inférieur à P1, personne ne produit. C'est pour ça qu'ici, l'offre agrégée, je vais vous la retracer un tout petit peu, c'est ça. C'est ça. Donc, pour le moment, l'offre agrégée, ben, personne ne produit. Et puis là, je me mets à annoncer un prix P1. Oh, P1, qui veut produire? La firme 3 commence à tendre son oreille. Elle dit, ah, ça peut m'intéresser. Est-ce que la firme 1 et la firme 2 ont bougé? Si je propose ce prix-là, le prix qui est ici, voilà, je vous mets du rose, c'est ma nouvelle couleur. Si je propose ce prix-là, qui vend? Ben, vous projetez et vous coupez quelle offre? Uniquement celle de quelle firme? De la firme 3. La firme 1 et la firme 2, est-ce que vous avez croisé la courbe orange? Non. Donc, en fait, tant que le prix est compris entre quoi et quoi, tant que le prix est compris entre P1 et P2, seule la firme 3 offrira. Du coup, la fonction d'offre du marché ici est confondue avec celle de la firme 3. Et c'est pour ça qu'ici, l'offre agrégée, elle continue là. Ça va ou pas? Donc, elle était là, puis pouf, il y a un saut et on passe là. Maintenant, je continue à annoncer mes prix. Oh, qui veut m'acheter? Qui veut offrir à P2 à un prix qui est ici, par exemple, au prix P3? Alors, peut-être que je... Oui. Alors, les 3, parce qu'au prix P3, regardez, ça coupe la firme 1. À ce prix P3, combien offre la firme 1? Elle offre, on vous le dit, 4 unités. À ce prix-là, combien offre la firme 2? Elle offre 7 unités. À ce prix-là, la 10. firme 3 offre 10. Donc, au total, combien est offert sur le marché? 21. 21. C'est pour ça que vous avez ce point-là. Le point qui est ici, comment on l'a trouvé, celui-là? Regardez, c'est facile. Quand on annonce le prix P2, qui est ici, combien offre la firme 1 2. au prix P2? Elle offre 2. La firme 2, à ce prix-là, elle offre combien? 5. 5. Et la firme 3, elle offre 8. 8. 2 plus 5 plus 8, ça fait 15. Et voilà. Et là, vous reliez tout ça. Et voici l'offre agrégée, c'est toute la courbe bleue. Ce sont des petits bouts. Vous voyez ou pas? Madame, Oui. les offres, elles ont une pente différente. On fait comment? Bah, c'est pas très grave. Ah bon? Là, on le prend en compte qu'elles ont des pentes différentes. Vous voyez bien que l'offre agrégée, la pente, c'est pas la même que celle des courbes oranges. Ouais, oui. On va refaire un exemple avec des pentes différentes, justement. Regardez, c'est l'objet normalement du graphique qui est ici. Ah non, elles ont les mêmes pentes. Zut, j'ai pas de bol. Il y en a pas avec... Si, regardez. Vous voyez, ici, il y a des offres différentes. Vous voyez, on le fera après pour les pentes. Comme ça, vous verrez bien. Est-ce que déjà, vous avez compris le principe ou pas? Oui. Oui, c'est bon? Dites-moi, hein, parce que c'est pas toujours évident. Donc, vous voyez bien qu'en fait, c'est juste, l'offre agrégée, c'est juste, je dis des prix et je regarde à ce prix-là qui va acheter. Alors, attention, on somme les quantités pour un prix donné, mais on ne fait pas l'inverse. D'accord? Vous avez le droit de dire que, vous avez le droit de dire que grand Q S de P, c'est égal à Q1 S plus Q2S. Par contre, si vous deviez inverser l'offre inverse, par exemple, je ne sais pas, vous avez trouvé QS de P égale 2P. Okay, ça veut dire que P, l'offre inverse, c'est quoi? C'est Q sur 2. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Non, non, oui, j'ai juste inversé. J'ai juste inversé, ça va? Ça... Oui.
Je regarde mes petits Oui. écrans noirs. Ben oui, mais je ne vous vois pas, j'ai que des écrans noirs. Alors moi, forcément, sans voir vos yeux et vos têtes, je peux entendre que vos voix pour me dire si vous avez compris ou pas. Donc, ce que je vais vous dire ici, c'est que la fonction d'offre inverse de ça, ce serait P1 de Q1. La fonction d'offre inverse de ça, ce serait P2 de Q2. Et bien évidemment, ce que je veux vous dire ici, c'est que P de Q, attention, c'est différent de P1 de Q1 plus P2 de Q2. Ça, vous ne me le faites pas. Hein. OK, pour obtenir l'offre inverse, on n'additionne pas les offres inverses individuelles. Voilà ce que je veux vous dire. Parce que c'est débile de faire ça. OK? Pourquoi c'est débile? Parce que, regardez, je vous le fais simple. En gros, mince, je souffle pour enlever les trucs sur mon écran, moi ça va pas. En gros, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que, imaginons que 1, 2, 3, qu'on peut même ne pas aller si loin. OK? Non, on ne va pas le faire comme ça. Hop. Alors, ici j'ai P1, ici j'ai P2. OK? 1, 2. Ici j'ai Q. Supposons que je veuille... Ici, je vais mettre pour la firme, pour la première unité, je réfléchis. Hein. Après le vendre à 3, lui à 4. La deuxième unité... 5 et 6. Je vous dis n'importe quoi. Alors, supposons que on n'a même pas besoin, j'ai même pas besoin de deuxième unité en fait. On a enlevé ça. OK. Alors, supposons que la firme 1, au minimum, elle accepte de vendre sa première unité qu'elle produit, ce que je vous dis ici, au prix de 3. Supposons que la firme 2 accepte de produire la première unité qu'elle produit au prix de 4. À quel prix au minimum la première unité sur ce marché pourra être vendue? J'ai 2 firmes sur mon marché. À quel prix au minimum cette unité au minimum pourra être vendue? 3. Au prix de 3. Si vous dites, donc ça, en fait, ici, vous venez de donner la demande inverse du marché. C'est-à-dire que la première unité sur le marché, elle sera vendue au prix de 3. Donc ça, c'est la disposition, c'est hop, égal à P de Q, c'est la demande inverse du marché. Sur ce marché, donc ça, c'est le producteur 1, il est prêt à vendre sa première unité à 3, le producteur 2 à 4. Si je mets les deux sur le marché en même temps, je sais que la première unité sur ce marché pourra être vendue au prix de 1. Ça, c'est la demande inverse. Si vous aviez additionné P1 et P2 pour obtenir ça, est-ce que ça avait du sens? Non. Vous êtes d'accord que ce n'est pas parce qu'il y a 2 firmes sur le marché que tout à coup, la première unité, les firmes accepteront de la vendre qu'à partir de 7. Vous voyez le truc ou pas? Ce que je veux vous dire, c'est que c'est complètement débile d'additionner des offres inverses. Retenez juste ça. Si ce n'est pas clair pour vous, ce n'est pas grave, vous vous embêtez pas avec ça, on y reviendra plus tard. OK, c'est juste une petite parenthèse. Donc, quand je vous dis attention, on ne somme pas les quantités pour un prix donné. On somme les quantités pour un prix donné, pas à l'inverse. Je veux dire qu'on peut additionner, pour obtenir l'offre du marché, on peut additionner les offres individuelles. Par contre, pour obtenir directement l'offre inverse du marché, c'est-à-dire ça, on ne peut pas additionner les offres individuelles inverses. C'est tout ce que je vous dis. Pour calculer l'offre inverse du marché, il faut d'abord calculer l'offre, puis l'inverser. Voilà. C'est juste une parenthèse. Si ça vous embrouille plutôt qu'autre chose, vous laissez tomber. Ce qui m'intéresse ici, c'est juste que vous sachiez additionner des offres individuelles. Si ça, c'est bon, je passe à la suite. Okay. Alors, on va refaire un exemple. Comment additionner les fonctions d'offres individuelles quand j'ai des firmes qui sont identiques? Alors, je considère un marché avec 4 firmes identiques. Qu'est-ce que j'entends par identique? J'entends que toutes les firmes ont exactement la même fonction de coût total. Si elles ont la même fonction de coût total, ça veut dire aussi qu'elles vont exactement avoir la même fonction d'offre individuelle. Alors, je vous donne directement la valeur de la fonction d'offre individuelle. Vous pourriez la calculer. Et je crois qu'on l'avait déjà calculée de toute façon, celle-là. Il me semble. Sinon, vous le faites en exercice. OK.
je vous donne la fonction de coût total qui est celle-ci. Et en exercice, vous pouvez montrer que la quantité offerte individuellement par chaque firme, c'est ça. Donc ça, c'est l'offre individuelle de court terme de chaque entreprise. Vous me dites si je vais trop vite. Hein. Donc chaque entreprise, je sais qu'elle offrira ça. Je voudrais connaître pour ce marché la demande agrégée. Comment je fais? Attendez, j'ai un truc dans le chat, je vais juste regarder. Hop. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas voir le chat aujourd'hui. Ah si, ça y est, on dirait. 2 minutes. Hein. Hop, alors. Obtenir un. Oui, alors c'est juste une question. Pour obtenir l'offre inverse de l'industrie, oui, on ne doit pas additionner les offres inverses individuelles. On doit d'abord calculer l'offre de l'industrie à partir des offres individuelles. Et une fois qu'on a l'offre de l'industrie, on l'inverse. Exactement, c'est tout à fait ça, pour répondre à la question que j'avais sur le chat. Alors maintenant, donc, je suis sur mon marché avec 4 firmes identiques. J'ai l'entreprise 1, l'entreprise 2, etc. J'écris mon programme de maximisation, je vais obtenir prix égal coût marginal et j'en déduis l'offre individuelle qui est ici. Ici, je suis à court terme, donc 6, ça représente quoi d'après vous? Juste comme ça. Hein. Le seuil de fermeture. C'est le seuil de fermeture. Ok, je le sais ça. À court terme, ce qui compte, c'est que quand les firmes sont... Quand le prix est en dessous du seuil de fermeture, la firme elle produit 0. Quand on est au-dessus du seuil de fermeture, la firme elle produit une quantité de façon à égaliser son coût marginal au prix du marché. OK. Alors, comment est-ce que je fais pour obtenir ce qui est produit par les 4 firmes? Eh bien, je vais faire la somme des demandes individuelles. OK. Alors ici, vous me rajoutez un I. Il manque un I ici, puisque c'est la fonction d'offre individuelle de la firme I. Et vous pouvez même, si vous voulez, rajouter un I ici aussi. Comme ça, ce sera encore mieux. Comme ça, ça veut dire que ça, c'est vrai pour tout I égale 1 à 4. Le A à l'envers, c'est quel que soit I égale 1 à 4. Donc, si c'est la firme 1, ça fait CT1 de Q, etc. En fait, de toute façon, ils sont identiques, donc peu importe. Hein. Donc ici, j'obtiens l'offre individuelle de la firme I. Donc ça, la somme agrégée, enfin l'offre agrégée, c'est la somme de toutes les offres individuelles. Ici, elles sont identiques. Donc ça veut dire que QS CT1, c'est égal à QS CT2, blablabla, c'est égal à QS CT4. Vous êtes d'accord? Donc en fait, c'est grand N fois QS CT. C'est peut-être pour ça qu'on n'avait pas mis le I en fait. Bon, c'est pas grave. Enlevez le I, excusez-moi, enlevez le I. Désolée. Enlevez le I. C'est mieux parce qu'en fait, on a fait ça pour une entreprise quelconque, donc on a enlevé le I. Sinon, vous n'allez plus comprendre. Donc ici, tous les QI sont égaux. Donc en fait, c'est comme si j'avais grand N fois l'offre individuelle qui est ici. Or, grand N, ça vaut combien? Ça vaut combien? Ça vaut 4. Donc en fait, ça revient à multiplier par 4 ce truc-là. Donc en fait, ça va être égal à 4 fois, à 4 fois ce truc-là. P-6 sur 8 si P est supérieur ou égal à 6 et 0 si P. Ce n'est pas une jolie écriture, ça, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment je fais. Donc du coup, ça va faire d'abord 4 fois ça, je le retrouve ici. 4 fois P-6 sur 8, ça fait combien? Ça fait P-6 sur 2. Okay, donc ce truc-là, ce n'est rien d'autre que 4 fois P-6 sur 8. Et 4 fois 0, ça fait 0. Vous voyez comment j'ai fait ou pas? Oui, non, non, oui. Oui. C'est bon? OK. J'ai juste multiplié par 4, hein, par le nombre de firmes, parce qu'elles sont identiques. Alors, si elles ont la même fonction de coût total, elles auront la même fonction d'offre individuelle et à l'équilibre, elles produiront la même chose. Elles auront la même quantité qui maximise leur profit. Donc ici, si je voulais représenter l'offre d'une entreprise I,
que j'ai appelé ici offre I. Donc ça, ce truc-là, c'est offre de l'entreprise I. Et en dessous, j'ai l'offre agrégée. Donc l'offre de l'entreprise I, c'est facile. Regardez, c'est ce que j'ai représenté. Je vais la représenter en jaune. Alors, si le prix est inférieur à 6, combien elle produit la firme I? Combien produit une firme? 0. Elle produit 0. 0. Dès lors que le prix devient supérieur à 6, elle produit une quantité égale à P-6 sur 8. Donc, j'ai pris au pif, j'ai pris par exemple, je regarde combien elles veulent offrir au prix P égale 14. J'ai pris 14 parce que ça tombait joli, c'est tout. Mais j'aurais pu prendre 8, j'aurais pu prendre 6, j'aurais pu prendre 8, j'aurais pu prendre 10, n'importe quel autre chiffre. C'est juste pour tracer un autre point, parce qu'ici, je sais que ma demande, elle est linéaire. Une droite est définie par 2 points. Je sais déjà que je suis ici, donc il ne me manque plus qu'un point. Alors, si P est égal à 14, combien sera offert par une firme? 1. Voilà, si P égale 14, alors vous calculez QSCT de 14, ça fait 14 moins 6 sur 8, c'est-à-dire 8 sur 8, c'est-à-dire 1. Donc je sais qu'ici, mon offre individuelle, elle passe par là, et du coup, ça fait ça. Okay, voilà, puisque je sais que quand P égale 14, la firme offre 1. Okay, donc ça, c'est pour l'offre individuelle. L'offre agrégée, comment je fais? Eh bien, l'offre agrégée, c'est la représentation. Hop, je vais effacer ça pour qu'il y ait moins de fluo et que vous voyez les choses plus clairement. L'offre agrégée, c'est la représentation de la fonction qui est ici. Okay, donc, vous voyez que l'offre agrégée, hop, je le refais avec vous, on va mettre un petit peu de rose. Quand le prix est inférieur à 6, combien est offert par l'ensemble des firmes? C'est encore 0. 0. Par contre, je reprends le même prix. Si P est égal à 14, combien vaut grand QCT de S quand P est égal à 14? Ça vaut 14 moins 6 sur 2, ce qui fait 8 divisé par 2, ce qui fait 4. Je retrouve ici le prix qui est là. Donc, j'ai un point. Je sais que c'est linéaire. Et voici l'offre agrégée. C'est bon? Vous voyez que la pente change. Alors, s'il n'y a pas de questions, je continue. Maintenant, on va regarder comment on additionne, comment on représente graphiquement et comment on additionne des offres quand les firmes ne sont pas identiques. Du coup, il va avoir des offres individuelles différentes. Donc, en gros, si je résume, quand les firmes sont identiques, comment on fait pour obtenir l'offre agrégée? Qui peut me dire? On additionne les offres individuelles. Alors ça marche toujours. Mais en plus, quand elles sont identiques, c'est encore plus simple. On calcule l'offre individuelle pour une firme type et on la multiplie par grand N. Donc, pour trouver l'offre de l'industrie quand les firmes sont identiques, il faut procéder en 2 étapes. Okay, quand les firmes sont identiques, on a 2 étapes pour calculer l'offre de l'industrie. Étape 1, calcul de l'offre individuelle d'une firme. Okay, elles sont toutes pareilles. Donc, vous prenez pour une firme, petit 2, calcul de l'offre agrégée. Agrégée, donc c'est QS de P. Dans ce cas-là, Q grand S de P, ce n'est rien d'autre que grand N fois Q petit s de P. Vous voyez comment on détermine l'offre agrégée quand les firmes sont identiques? Je calcule d'abord l'offre individuelle d'une entreprise type, okay, puisqu'elles sont toutes pareilles, donc je calcule uniquement pour une. Je sais que toutes les autres auront la même fonction d'offre individuelle. Et pour calculer l'offre agrégée, il me suffit de multiplier cette offre individuelle par grand N, où grand N, c'est le nombre de firmes. On est bon? Voilà. Alors maintenant, comment calculer l'offre agrégée quand je n'ai pas des firmes identiques, mais des firmes différentes? Donc ici, si vous voulez, sur ce slide, c'était calcul de l'offre agrégée quand, exemple 1, les firmes sont identiques. Okay,
Donc, calcul de l'offre agrégée quand les firmes ici sont identiques. Maintenant, on va regarder le calcul de l'offre agrégée quand les firmes sont différentes. Donc, ici, deuxième exemple, calcul de l'offre agrégée et représentation, hein, bien sûr, quand les firmes sont différentes. Quand, hop, on va mettre, quand, deux points, on a des firmes qui sont différentes. Alors, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, méthode. Dans un premier temps, on fait quoi? Calcul de l'offre individuelle. Est-ce qu'on peut en calculer qu'une seule offre individuelle? Non. Et non, parce qu'elles sont différentes. Donc, du coup, ici, c'est calcul de l'offre individuelle de chaque firme. Puisqu'elles sont différentes, on ne peut plus dire qu'elles sont pareilles, malheureusement, puisqu'elles sont différentes, hein, c'est logique. Et du coup, il faut calculer l'offre individuelle de chaque firme. Et puis, une fois qu'on a calculé l'offre individuelle de chaque firme, on ne peut plus faire le truc qu'on a fait tout à l'heure à multiplier par grand N, il faut les additionner. Donc, calcul de l'offre agrégée, tout simplement en utilisant la formule générale. Hein. G, QS de P égale Q1S de P plus Q2S de P plus etc. OK, on additionne les offres individuelles. Ceci est un 2, très moche, mais c'est un 2. OK. Donc ici, comment on va faire? Alors bien sûr, on s'est quand même limité à 2 offres différentes. Sinon, ça faisait un peu trop. Hein. 2 firmes différentes. OK. Alors, considérons 2 firmes. Le coût total de la firme 1 est donné par... Alors, faites attention ici, il y a une petite erreur, je ne l'avais pas vue. Vous allez me barrer le 0 ici. Pas le 0, mais vous me barrez le petit trait qui est en dessous, c'est strict. Donc, le coût total est pareil ici. Oh, il y a toujours des erreurs dans ces slides, c'est terrible. Donc, CT1 de Q, c'est égal à Q au carré plus 8Q plus 1. Et le coût total, et CT de 0 est égal à 1, on est à court terme, puisqu'ici, vous voyez que c'est un coût fixe. Et celui de la firme 2, CT2 de Q, c'est Q au carré sur 2 plus 4Q plus 1, quel que soit Q strictement positif, mais quand Q est égal à 0, le coût fixe n'est pas récupérable, il est égal à 1. C'est un coût fixe, ce n'est pas un coût quasi fixe. Si j'avais eu CT de 0 égale 0, c'était un coût quasi fixe, on était à long terme. Alors, je calcule pour chacune de ces firmes la fonction d'offre individuelle. Je vous laisse le soin de le calculer comme exercice. OK ? Donc, je vous laisse, ça vous fera un entraînement de plus. Calculer la fonction d'offre individuelle de la firme 1 et la fonction d'offre individuelle de la firme 2. Okay, donc, ça, c'est un exercice d'entraînement pour vous. D'ailleurs, rappelez-moi, je ne sais plus comment on fait. Comment on fait pour trouver la fonction d'offre individuelle d'une firme? On fait la maximisation du profit. Exactement. Pour trouver la fonction d'offre individuelle d'une firme, je vous rappelle, on maximise le profit de la firme, okay, et on obtient Q1 de P. Okay. Si vous aviez la moindre difficulté pour retrouver les résultats qui sont ici, dites-le moi. Et ici, le 8, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre, comme on est à court terme, que le seuil de fermeture. Okay. Bon, je vous laisse vous entraîner. Normalement, pour nous, maintenant, vous savez calculer des offres individuelles, que ce soit à court terme ou à long terme. Alors, après calcul, j'obtiens que la fonction d'offre de la firme 1, c'est ça. Okay. C'est ce qui est représenté là. Et la fonction d'offre de la firme 2, j'obtiens que c'est ça. C'est ce qui est représenté là. Okay. Donc, on va voir comment on a fait pour les représenter. Alors, comment à partir de ça, j'obtiens la fonction d'offre agrégée qui est représentée ici et qui est ici? Eh bien, c'est facile. Comment je fais d'après vous? Enfin, c'est facile, tout est relatif. J'additionne les offres individuelles. Alors, ce qui est pas mal, c'est de le faire graphiquement, si vous ne le voyez pas analytiquement. Donc, représentons, avant de nous lancer sur le calcul de l'offre agrégée, représentons les offres individuelles. Alors, l'offre individuelle de la firme 1, on va la faire en jaune puisqu'on est sur notre code couleur. Alors, je lis ce qui est écrit ici. Je commence par là. Mince, hop, 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 hop.
quand le prix est compris entre 0 et 8, combien produit la firme 1? 0. Elle produit 0. Donc, qu'entre 0 et 8, la production de la firme 1, l'offre de la firme 1, c'est 0. Mais dès que le prix devient supérieur ou égal à 8, dans ce cas-là, elle se met à produire une quantité telle que Q, une quantité égale à P-8 sur 2. Alors, prenons par exemple P égale 8. Donc, quand P égale 8, elle continue à produire 0. Prenons par exemple, P égale 10. J'ai pris 10, j'aurais pu prendre un autre chiffre, mais plus haut, ça allait me faire un graphique trop grand. Si P est égal à 10, combien vaut l'offre de la firme 1? Donc, en gros, QCT1, voilà, de 10, c'est égal à 10 moins 8 sur 2. Je remplace P par 10 ici, ce qui fait 1. Et c'est ce que vous retrouvez ici. OK? Voilà. Donc, j'ai un autre point qui est là, et du coup, je trace la droite, puisque je vois que c'est linéaire. Voici l'offre de la firme 1. Ensuite, je vais tracer celle de la firme 2. La firme 2, je vais la faire en vert. Alors, la firme 2, je commence toujours par le plus bas. Quand le prix est inférieur ou égal à 4, elle produit combien? Elle produit 0. Tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Oui. 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 Mais dès lors que le prix devient supérieur ou égal à 4, elle se met à produire une quantité Q égale à P-4. Reprenons mon P égale 10. QS, c'était 2 de 10. Ça fait combien? Ça fait 10 moins 4, c'est-à-dire 6. Vous avez votre 6 ici. Du coup, je sais que l'offre de la firme 2, c'est ça. Voilà l'offre de la firme 2. On est bon? Alors maintenant, je voudrais calculer l'offre agrégée, c'est-à-dire la somme de Q1S et de QCT2S. Donc l'offre agrégée, okay, c'est égal à QCT1S de P plus QCT2S de P. Alors, ce qui va être important, ce que vous allez devoir regarder, ce sont les intervalles, ce sont les encadrements. C'est-à-dire, ici, ça, pour cette fonction-là, et ça, pour cette fonction-là. Alors, on commence par le bas. Regardez, vous faites monter votre prix tout doucement. Supposons que le prix soit égal à 0, je commence ici. À partir de quel moment, au moins, une firme se met à vendre du bien? 4. 4. Ça veut dire qu'entre 0 et 4, personne ne voulait offrir de biens. C'est pour ça qu'ici, entre 0 et 4, j'ai mis que la fonction d'offre, elle était égale à quoi? Elle était égale à 0. À 0. OK. Alors, mon code de couleur, je vais plutôt mettre autre chose parce qu'elle est égale à 0. OK. Soup. Maintenant, donc ici, entre 0 et 4, elle vaut 0. Maintenant, j'augmente le prix et je le fais aller jusqu'à 8. Entre 4 et 8, qui c'est qui accepte d'offrir du bien? La firme 2. Uniquement la firme 2. Donc, ça veut dire qu'entre 4 et 8, la fonction d'offre agrégée, elle est égale à celle de laquelle? De quelle firme? La deuxième. La firme 2. Donc ici, c'est pour ça qu'ici, en fait, c'est QS, c'était, hop, c'est la même chose. Il n'y a que F2 ici qui offre. Vous pouvez l'écrire comme ça. Okay, donc ici, la fonction d'offre agrégée est confondue avec celle de la firme 2. Regardez, hop et hop. Quand P est compris entre 4 et 8, l'offre agrégée est confondue avec celle de la firme 2, puisqu'il n'y a que la firme 2 qui produise. Par contre, quand le prix devient supérieur à 8, dans ce cas-là, il y a à la fois F1 et F2 qui produisent. Vous êtes d'accord avec ça? Du coup, je vais additionner ça et ça. OK. Je vais additionner ça et ça pour obtenir ça. Bon, bien sûr, vous n'avez plus rien à lire. Hop, voilà. Donc ici, j'additionne et je fais P-8 sur 2 plus P-4. Ça fait combien?
ça fait P moins 8 sur 2 plus 2P moins 8 sur 2. Ce qui fait combien? Ce qui fait 3P moins combien? 16 sur 2, ce qui fait 3P sur 2 moins 8. Et c'est exactement ce qui est écrit ici. Donc ici, j'ai juste additionné la fonction d'offre de la firme 1 et celle de la firme 2 pour obtenir l'offre agrégée. Donc ici, comment je fais pour tracer la suite de mon offre agrégée? Eh bien, je regarde. Quand P est égal à 10, j'enlève tous ces trucs moches. Quand P est égal à 10, combien vaut la fonction d'offre agrégée? Je regarde ici ce truc-là. Okay. Et je sais que, hop, je ferme. Oh non. Alors, excusez-moi, c'est un peu chargé là mon slide, mais j'ai plus de place. Alors, je vais aller en dessous parce que sinon, c'est un peu horrible. Hop, voilà. Ah, ça va mieux. Donc ici, en fait, QSCT de 10, ça vaut combien? Ben, prix supérieur à 8, je sais que l'offre, c'est ce truc moche que j'avais entouré. Donc, ça va faire 3 demi fois 10 moins 8, ce qui va faire combien? Ça va faire 3 fois 5, 15, moins 8, 7. OK, donc vous retrouvez votre 7 ici. Je ne sais plus en quoi le mettre. Voilà. Hop, voilà. Et du coup, ben, je finis ma superbe offre de trucs. Hein. L'offre agrégée, elle est comme ça. Pardon, madame. Oui. Et supposons qu'on a une fonction de coût qui est au carré. Ça va être un peu difficile de la présenter. Bah pourquoi? Parce que il s'agit d'une courbe. Supposons qu'on a P au carré. Bah là, vous avez déjà... Ah oui. Oh non, 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 non. Non, a priori, c'est peu probable. C'est peu probable. Ça pourrait arriver, mais c'est peu probable. Dans ce cas-là, on ne vous demanderait pas de la représenter, vous voyez? Ah d'accord, merci. Madame, Oui. je ne comprends pas d'où il sort le 3 quand vous avez trouvé la somme des deux. Celui-là? Des coûts individuels. Ça? Le 3, ouais, c'est ça, ouais. Mais parce que ça fait P plus 2P. Ça fait 3P. Ah, ok, d'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Bon, voilà. Là, j'ai tout donné sur le flux. Hein. Là, je crois que je vous ai claqué les yeux là, pour le reste de la séance. Bon, voilà. En tout cas, c'était comment on calcule l'offre agrégée. C'est bon ou pas? Je ne peux pas faire mieux. Alors, petite définition. Ne soyez pas effrayés, ce n'est qu'une définition. On va définir ce qu'on appelle le coût marginal de l'industrie. Ça, c'est très, très important. Okay, donc, à ne pas confondre avec le coût marginal d'une firme. Le coût marginal d'une firme, c'est le coût de production de la dernière unité produite par la firme. Alors que le coût marginal de l'industrie, c'est le coût de production de la dernière unité produite par... Je me prends des vents en ce moment, c'est terrible. Par toutes les entreprises. Par toutes les entreprises, merci, par l'industrie. Merci beaucoup, Alexandra. Je me sens un peu moins vantée, un peu moins vent d'autant toulousain, là, vous voyez. Ça, il était violent, celui-là. Allez, je bois pour le coup, parce que ça m'a donné soif, tout ça. Allez. Alors, on va voir comment on définit le coût marginal de l'industrie. Alors, vous allez voir, ce n'est pas compliqué de définir le coût marginal de l'industrie. Le coût marginal de l'industrie, c'est, attention, notation, on va le noter CM de grand I et pas petit i. Grand I pour industrie de Q. Ça représente le coût marginal pour l'industrie de la dernière unité produite. Alors, il est égal à quoi? Ben, par construction, le coût marginal de l'industrie, ce n'est rien d'autre que l'offre inverse. Ah, c'est-à-dire que par construction, le coût marginal de l'industrie, ça, c'est égal à P de Q. PS de Q, si vous voulez. Hein. Pour ne pas confondre avec P de Q, la demande inverse. Okay, donc ici, c'est égal l'offre inverse de l'industrie. OK. Alors, pourquoi? Ben, regardez, je vous ai fait un petit graphique. Alors, supposons que le coût marginal de la firme 1 soit égal à CM1 de Q1 égale 2Q1. C'est lui. Il est là. Je vais le mettre en rose.
Ça, c'est le coût marginal de la firme 1. OK. Supposons que ça, ce soit le coût marginal de la firme... pourquoi je mets du rose? Tiens, le coût marginal de la firme 2, je suppose que c'est 4Q2. Et je le représente aussi. OK. Je vais supposer que le prix est égal à... Laissez-moi réfléchir. Q1, ça vaut 2, mais c'est 4, c'est bien ça. Ici, j'ai 4, si vous voulez. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis P. 4. 4. OK. Vous pouvez enlever le P. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le P là. Pas grave. Ah si, je sais pourquoi. OK. Est-ce qu'on est bon pour ça ou pas? Ça va? Donc, je veux juste vous dire qu'ici, j'ai le coût marginal de la firme 1 qui est égal à 2Q1. Je le représentais. Alors, je sais que, par exemple, quand Q vaut 2, combien vaut le coût marginal? Il vaut combien? 4. Voilà, ça, c'est aussi CM1 de 2. 4, hein? Ensuite, quand Q2 vaut 1, combien vaut le coût marginal? Il vaut 4 aussi. CM2 de 1. OK, c'est égal à 4. Donc, en fait, j'ai pris les quantités ici qui m'intéressaient pour que le coût marginal soit égal. Donc, supposons en fait que le prix du marché soit 4. Combien va produire la firme 1? C'est ce que je voulais vous dire. On peut le voir comme ça aussi. Bon, je vais le faire après ça. Attendez, je suis en train de vous embrouiller la tête là. Laissez tomber ça pour le moment. Laissez tomber ça pour le moment. Laissez-le écrit, mais j'y reviendrai après. Je vais m'en servir après, donc ne l'effacez pas. Je refais. Faites reset, je refais. Donc, on considère. Donc, mon but, c'est de calculer. C'est pas évident à expliquer. C'est pour ça que je patauge un peu. J'essaie de vous expliquer pourquoi, par construction, le coût marginal de l'industrie, c'est l'offre inverse. Okay. Alors, je regarde, je représente le coût marginal de l'industrie de la firme 1 et je prends un exemple. Je dis que c'est 2Q1. Le coût marginal de la firme 2, je suppose que c'est 2Q2 et puis je trace ça. Okay. Alors, je voudrais savoir combien chaque firme va offrir de biens à l'équilibre. C'est-à-dire, quelle est la quantité qui maximise le profit de la firme 1 pour chaque niveau de prix. C'est-à-dire qu'en fait, j'aimerais bien connaître la demande individuelle, l'offre individuelle de chaque firme. Vous êtes d'accord qu'ici, chaque firme va offrir une quantité QI qui égalise quoi à quoi? Son coût marginal à quoi? Au prix. Est-ce que ça, vous êtes d'accord ou pas? On n'a pas réécrit le programme de maximisation du profit, mais si je maximise mon profit, j'obtiens quoi? Prix égal Coût marginal. Coût marginal. La quantité QI qui maximise le profit, elle est telle que le prix soit égal au coût marginal. OK. Donc ici, la fonction d'offre individuelle de la firme 1, ben, c'est facile. Regardez, allez, on va prendre, je vais écrire, parce que je sens que quand je n'écris pas, je vous perds. Alors, je vais essayer de vous regagner. Allez, regardez. Offre individuelle, c'est mon rose que vous n'aimez pas, de F1. Okay. Donc, bien sûr, quand vous calculez une offre individuelle, normalement, vous êtes censé écrire le programme de maximisation. La firme 1, elle maximise son profit, pi 1, qui est égal à P fois Q1, moins CT de Y1, CT de Q1, pardon, par rapport à Y1. OK. Donc là, vous faites votre CPO, et votre CPO, elle vous dit que la dérivée du profit de la firme 1 par rapport à Y1 égale 0. Et ça équivaut à quoi? À ce que P égale quoi? Coût marginal de la firme 1. Vous êtes d'accord avec ça? OK. Donc ici, j'ai P égale 2Q1, ce qui veut dire en fait que Q1, c'est égal à quoi? À P sur 2. P sur 2. OK. Et puis de toute façon, on est à long terme. On aurait dû vous préciser qu'il n'y a pas de coût fixe. Donc ici, en fait, on vous le dit dans l'énoncé, la firme 1, elle va produire ça si P est positif ou nul. C'est-à-dire qu'on est à long terme et qu'on considère que le seuil de rentabilité, c'est 0. Eh bien, ce que vous venez de calculer ici, là, c'est la fonction d'offre individuelle de la firme 1. Q1S de P est égal à P sur 2 si P est positif ou nul. D'accord? Vous pouvez préciser ici qu'il n'y a pas de coût fixe. On aurait dû vous le préciser. Ça va, ça ou pas?
Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, la firme 1, elle a choisi une quantité qui égalisait son prix, son coût marginal au prix. Et ça donne ça. OK. On fait pareil pour la firme 2 et on obtient pour la firme 2, offre individuelle de F2. Je ne vous refais pas le calcul parce que vous êtes capable de le faire. Donc, elle va maximiser son profit, voilà, blabla, max de Pi2 par rapport à Y2, etc., etc. Vous allez obtenir P égale CM2 de Q2 et vous allez obtenir à la fin Q2S de P égale combien? On vous le dit dans l'énoncé? 4 sur 2. 4, P sur 4. P sur 4. Voilà. Si P est positif ou nul. Et voilà, ça, c'est la fonction d'offre individuelle de la firme 2. OK. Bon. Comment est-ce que je fais pour calculer le coût marginal de cette industrie? Eh bien, on vous le dit, c'est l'offre agrégée inverse. Donc, on y va, on calcule. Et pour calculer l'offre inverse, il faut d'abord calculer quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure. L'offre agrégée. Donc, Q grand S de P. Alors ici, il n'y a pas de problème puisqu'elles ne produisent qu'à partir de 0 toutes les deux. Donc, on se moque totalement de la borne. C'est Q1 SP plus Q2 SP. Donc, ça va faire P sur 2 plus P sur 4. Ce qui va nous faire 2P sur 4 plus P sur 4, ce qui fait 3P sur 4. OK? Ça, c'est l'offre agrégée. Si P positif ou nul. OK? Offre agrégée. Voilà. Vous me dites hein, si je vais trop vite. Et du coup, comment vous faites pour calculer l'offre inverse? On a donc, on a 3P. Voilà, on a Q qui est égal à 3P sur 4. Donc, ça veut dire que P, c'est égal à 4 tiers de Q. OK? Et on va Voilà. on va pas dériver, non? Ah non, on ne dérive pas, c'est juste une inverse. Donc ici, P de Q égale 4 sur 3 Q. C'est le coût marginal de l'industrie. Puisque ça, ce n'est rien d'autre que l'offre inverse. OK ou pas? Et pardon, et supposons qu'il nous demande de calculer le coût total agrégé, on peut faire la primitive? Ah oui, pour le coût total de l'industrie, c'est la primitive, exactement. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est qu'en fait, le coût marginal de l'industrie, par définition, c'est l'offre inverse de l'industrie. Donc, quand je vous dis offre inverse ou coût marginal de l'industrie, vous devez me dire que c'est exactement la même chose. On est bon ou pas? Par construction, le coût marginal de l'industrie, c'est quoi? C'est le prix minimum à partir duquel l'industrie accepte de vendre une unité donnée. Okay? Est-ce que je peux remonter ou pas? Revenir sur mes graphiques. Oui? Regardez. Pourquoi c'est comme ça? Regardez. En fait, on va faire déjà ça. Supposons que le prix du marché soit égal à 4. Okay? Quand le prix du marché est égal à 4, si P est égal à 4, combien offre la firme 1? Q1 de 4, c'est combien? 2. C'est 2. Vous êtes sûr? Oui. La firme 2, elle offre combien? Quand P égale 4, elle offre 1. On est bon. OK. Puisque chaque firme va choisir une quantité qui égalise le prix au coût marginal. Donc, si le prix vaut 4, vous projetez quand est-ce que c'est égal? Hop, quand Q1 égale 2 et quand Q2 égale 1. OK? Alors, sur ce marché-là, vous voyez que la deuxième unité, au maximum, elle sera vendue à 4. La première unité, au maximum, pardon, je refais. Au minimum, la firme 1, elle vendra la deuxième unité au prix de combien? 4. Au minimum, la firme 2, elle va prendre sa première unité au prix minimum. À quel prix de? Au prix minimum, qui est combien? 4. 4.
Donc, d'après vous, l'industrie, à partir de quel prix elle vendra la troisième unité? Je sais pas. 4. Donc, pour 3 unités, elle vendra à 4. La troisième unité, au maximum, au minimum, elle la vendra à 4. Puisque, de toute façon, chaque firme, la dernière unité qu'elle produit, elle accepte de la vendre à 4. Donc, la troisième unité, si vous additionnez les deux, elle sera forcément vendue au minimum à un prix de 4. Et quelle est la fonction qui vous donne pour la quantité agrégée le prix minimum à partir duquel les firmes veulent vendre? Par définition, c'est le coût marginal de l'industrie, ça. Vous voyez ou pas? En fait, si vous voulez, je ne sais pas pourquoi. Bon, oubliez le lien avec ça, si vous voulez. L'offre agrégée inverse, comment vous l'interprétez? J'aurais dû le faire comme ça, certainement. Je ferai comme ça l'année prochaine. Comment ça s'interprète l'offre agrégée inverse de l'industrie? Ça veut dire qu'ici, si je produis 3 unités, l'offre agrégée inverse de l'industrie, elle me dit quoi? Elle me dit que la troisième unité, au minimum, à combien elle pourra être vendue dans l'industrie? À 4. Et ça, par définition, c'est la définition de quoi? Du coût marginal. Si ici, je prenais Q égale 9. Okay. Dans ce cas-là, ici, j'aurais l'offre inverse qui vaudrait 12. Vous êtes d'accord que dire que l'offre inverse me dit que la 9e unité, au minimum, les producteurs veulent bien la vendre à partir de combien? De 12. Ça veut dire que pour l'industrie, la dernière unité a coûté combien? 12. Donc, vous voyez bien que l'offre inverse agrégée, ce n'est rien d'autre qu'en fait le coût marginal de l'industrie. C'est un peu plus clair pour vous comme ça ou pas? Oui, non, non, oui. Vite fait. Vite fait. Hein. Bon. Ce que je veux vous dire ici, c'est que si je vous donne une fonction comme ça, vous mettez, je vous dis, tiens, je représente l'offre de l'industrie. Ça, c'est P, ça, c'est grand Q. L'offre de l'industrie, c'est ça. Ici, j'ai 2. Là, j'ai 4. Ici, j'ai 6. Là, j'ai 10. Comment est-ce qu'on interprète une offre agrégée? Je vous l'ai déjà dit, l'offre agrégée, elle me dit que la deuxième unité, au minimum, sur le marché, les producteurs acceptent de la vendre à combien? 4. Au minimum, à 4. Sur ce marché, la 6e unité, au minimum, ils acceptent de la vendre à combien? 10. L'offre inverse agrégée me donne pour chaque quantité le prix minimum à partir duquel les producteurs acceptent de la vendre. Et pourquoi est-ce qu'ils choisissent de vendre au minimum la deuxième unité à 4? Ça veut tout simplement dire que pour l'industrie, elle lui a coûté combien à l'industrie cette unité? 4. 4. Et qu'est-ce qui dit quel est le coût de la 4e unité? Ce n'est rien d'autre que quoi? Le coût marginal. Le coût marginal. C'est pour ça que P de grand Q, c'est le coût marginal de l'industrie par construction et par définition. Vous le voyez mieux comme ça ou pas? Oui. Oui. Bon, ces dessins, vous les oubliez. Là, c'est inutile, en fait, ces dessins. Bon, voilà. Parfois, on se loupe. Hein. Bon, maintenant que vous savez ça, ce que vous avez juste à retenir de ça, oubliez tout mon blabla avec les coûts marginaux, tout ça, c'est que le coût marginal de l'industrie, on l'obtient en calculant l'offre inverse. C'est l'offre inverse de l'industrie, par construction. Et comment on calcule l'offre inverse? On calcule l'offre inverse en calculant d'abord l'offre de l'industrie, ici. Et une fois qu'on a l'offre, on l'inverse. Et surtout, faites attention, le coût marginal de l'industrie, est-ce que c'est la somme des coûts marginaux? Non. Parce que si vous regardez le coût marginal de l'industrie, c'est 4Q sur 3. Si vous additionnez CM1 et CM2 pour un grand Q donné, ça vous ferait 2Q plus 4Q, ça ferait 6Q. Vous voyez bien que c'est différent. Donc, le coût marginal de l'industrie, ce n'est pas la somme des coûts marginaux. C'est l'offre inverse. On est bon? Donc, quand je vous demanderai de représenter l'offre inverse, je vous demanderai de représenter le coût marginal de l'industrie. Bon, maintenant qu'on a tout ça, on sait calculer l'offre. On sait calculer l'offre inverse. Mais ce qui correspond en fait au coût marginal de l'industrie, on peut déterminer l'équilibre concurrentiel. Alors, l'équilibre concurrentiel, c'est quoi? C'est tout simplement un équilibre tel que offre égale demande. Donc, on dit déjà qu'on est à l'équilibre lorsqu'on a offre de l'industrie,
l'offre de l'industrie, c'est ce que j'ai noté, QS de P. S, c'est pour supply, égale demande du marché. QD de P. Donc, en fait, on dira qu'on est à l'équilibre concurrentiel sur un marché, d'accord, quand on a un prix qui permet d'avoir la quantité offerte égale à la quantité demandée. Donc, l'équilibre concurrentiel sur un marché, c'est un couple quantité-prix tel qu'au prix P étoile, la quantité demandée est égale à la quantité offerte. Donc, en fait, il faut que, au prix d'équilibre, vous voyez bien qu'à ce prix-là, vous avez QS de P étoile qui est égal à QD de P étoile qui est égal à Q étoile. C'est-à-dire qu'à ce prix-là, la quantité offerte est égale à la quantité demandée. OK? Quantité demandée. Ça va pour l'équilibre ou pas? Ça, vous l'avez vu en L1, me semble-t-il, non? Oui, non, non, oui. Oui. Voilà. Donc ici, j'ai représenté l'équilibre dans le plan PQ. Mais vous verrez que par la suite, on ne représentera jamais dans ce plan. D'après vous, on le représentera dans quel plan? Dans le plan QP. Donc, au lieu de représenter l'offre et la demande, on représentera l'offre inverse et la demande inverse. OK, mais ça reviendra au même. Ça va pour ça? Alors, comment est-ce qu'on calcule l'équilibre concurrentiel? Ben, il y a plusieurs façons de faire. Méthode 1 de calcul de l'équilibre concurrentiel. On peut tout d'abord dire, méthode 1 de calcul. Je calcule d'abord le prix d'équilibre. Le prix d'équilibre, je sais que c'est le prix tel que quoi? Par définition, L'offre est égale à la demande. voilà, c'est le prix qui me permet de déterminer, d'égaliser l'offre et la demande. Donc, je vais écrire QD de P égale QS de P. J'aurai qu'une seule inconnue qui sera le prix et j'en déduirai P étoile. OK? Une fois que j'ai P étoile, comment je fais pour calculer la quantité échangée? Eh bien, je remplace P par P étoile, soit dans la demande, soit dans l'offre. Pourquoi est-ce que je suis indifférente à le remplacer dans l'offre ou la demande? Parce qu'elles sont égales. Parce qu'à l'équilibre, au prix P étoile, l'offre est égale à la demande. Et j'obtiens Q étoile. OK, donc on va le faire tout de suite. Application de la méthode 1 pour calculer l'équilibre concurrentiel. Je suppose que la demande agrégée est donnée par QD de P égale 100 moins P et que l'offre agrégée, elle est donnée par Q grand S de P égale P moins 5 sur 2 si P est supérieur ou égal à 5 et 0 si P est compris. Oula, il manque un truc là. Et 0 si P est compris entre 0 et 5. Excusez-moi, il me manque le 0 ici. Alors, j'applique la méthode de tout à l'heure. Première étape, qu'est-ce que je fais? Je détermine quoi? P étoile. Alors, si vous n'avez pas suivi tout à l'heure, là, vous pouvez revenir. Hein, vous pouvez reprendre, vous pouvez récupérer le train en route, j'ai envie de vous dire. Alors, vous écrivez tout simplement l'équation. Regardez. QD de P, c'est égal à quoi? C'est égal à 100 moins P. Tout le monde le voit ou pas ça? Alors, je vais le faire avec vous, regardez. On va le faire ensemble, ce sera plus facile. Alors, hop. 100 moins 2P, madame, non? Oui, c'est ça. Mais vous avez dit 100 moins P, c'est pour ça. Oh, je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci. Ma langue fourche. Alors, ici, ce que je vous dis, donc en calcul, petit 1, détermination de P étoile. Vous ne l'écrivez pas, c'est écrit, c'est juste que je vais faire plus de détails. Donc, je sais que je pars de l'équilibre. Donc, à l'équilibre, QD de P égale à QS de P. Donc, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à ce que 100 moins 2P. Alors, à l'équilibre, bien évidemment, l'équilibre, on ne va pas vous le faire sur la partie où elle ne produit pas, sinon Q est égal à 0. Donc, dès lors que la firme produit, l'offre, elle vaut combien? P moins 5 sur 2. Okay, donc, c'est ça qui vous intéresse. Donc, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à ce que, alors là, vous le calculez comme vous voulez, je multiplie tout par 2, ça fait 200 moins 4P égale P moins 5. J'ai fait un produit en croix.
ce qui équivaut à ce que 5P égale 205, autant pour moi. Et ça équivaut donc à ce que P étoile égale 205 divisé par 5, c'est-à-dire combien? 41. D'accord? Donc, une fois que j'ai calculé ça, qu'est-ce que je détermine? Calcul de Q étoile. Comment je fais? Eh bien, je sais que Q étoile, alors vous prenez celui que vous voulez. Hein. Par exemple, c'est QD de P étoile. Donc, ça vaut combien? Ça vaut 100 moins 2 fois 41, c'est-à-dire 100 moins 82, c'est-à-dire 18. Et j'aurais très bien pu sinon faire QS de P étoile, c'est-à-dire 41 moins 5 divisé par 2, et j'aurais retrouvé 18. Puisque 41 moins 5, ça fait 36, divisé par 2, ça fait 18. Vous voyez? Conclusion, l'équilibre concurrentiel, c'est Q étoile, P étoile égale 18, 41. Un équilibre concurrentiel, c'est un couple quantité-prix. Si vous ne calculez que la quantité ou que le prix, bah, je vous mets que la moitié des points. Vous voyez? Moitié de travail, moitié de points. Comme ça. Donc, dans votre tête, équilibre concurrentiel de court terme. Parce qu'ici, le nombre de firmes est fixé. L'équilibre concurrentiel de long terme, ce sera plus subtil. Parce que le nombre de firmes ne sera pas fixé. Donc, il y aura une troisième inconnue à déterminer qui sera quoi? Le nombre de firmes. Donc ici, attention, c'est l'équilibre concurrentiel à court terme, hein, bien évidemment. On est dans le parti court terme. Ça va pour cette méthode ou pas? Alors, méthode 2, on aurait très bien... Oui? Si on avait eu une partie sur laquelle elle fait Enfin, si on avait eu un seuil de fermeture et qu'on avait une troisième partie... Dans ce cas-là, il aurait fallu que vous fassiez les deux cas. Ah, ok, d'accord. Donc, vous auriez fait si le prix est compris entre 2 et 4. Dans ce cas-là, offre égale demande, c'est donné par ça. Et dans un des deux cas, vous auriez trouvé un truc aberrant. C'est-à-dire, par exemple, vous auriez pu trouver si P est compris entre 4 et 8 et vous trouvez que P égale 12. Ce n'est pas possible, donc ce n'est pas la bonne solution. D'accord, merci. Vous voyez? Mais ça, on ne vous fera pas. On vous fera un truc simple. Parce que nous, ce qui compte, c'est que vous ayez compris quand même. Alors, méthode 2 de calcul, ben, au lieu de calculer en premier P étoile, on calcule Q étoile. Alors, vous êtes d'accord que dire que vous avez PQ qui est ici. Vous avez QS, QP. Vous êtes d'accord que dire que l'offre est égale à la demande, vous pouvez très bien dire que ça équivaut à ce que quoi? À ce que l'offre inverse égale demande inverse. Vous le voyez ou pas? Oui. PD de Q. Oui. Voilà. Ben, c'est pareil en fait. Hein. C'est juste que vous inversez le graphique. Hein. Donc en fait, dans ce cas-là, vous dites qu'on a à l'équipe sur le marché du travail, sur le marché, offre inverse égale demande inverse. Ça va vous permettre de calculer Q étoile. Alors l'offre inverse, bien sûr, vous savez que c'est le coût marginal de l'industrie. Et une fois que vous aurez trouvé Q étoile, vous remplacez soit là pour trouver votre P étoile. Et vous avez l'exemple qui est ici. Alors, je vous suggère de le regarder pour la semaine prochaine parce que, parce qu'il va falloir que j'avance un petit peu. Bon, il me restera l'équipe de long terme. Voilà. Bon, je sais que c'était un peu difficile ça parce qu'au départ, c'est un peu lourd à expliquer aussi. Reprenez-le calmement. Vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. OK ? Alors, je prends une ou deux questions max parce que j'ai une consultation des copies à 12h45 avec mes L2. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Et vous aurez vos notes normalement sur Moodle d'ici la fin de la semaine. Je crois que j'ai reçu toutes les notes, donc je vais donner le feu vert à mes chargés de TD pour qu'ils les mettent sur Moodle. Voilà. Madame, vous pouvez juste enlever votre roulette, s'il vous plaît. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, madame, au revoir. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. Ciao. Ciao. J'adore. Alors, je suis désolée, je n'avais pas vu.